Invité du week-end, bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre cette édition. Elle est nouvelle parce que c'est à l'approche des travaux préparatoires de la COP27 et nous avons approché notre habituel expert climat de la RDC. Il s'agit de l'ambassadeur Tossi Mpanou. Bonjour Tossi. Bonjour Alfred, Vous allez bien? je me porte à merveille, C'est un merci. plaisir de vous recevoir à 2 jours du début des activités de Kinshasa. Comment vous préparez pour ça? Vous savez, déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte, hein. La pré-COP est une réunion ministérielle qui n'a pas de portée juridiquement contraignante. C'est une réunion qui n'est en fait pas formelle. C'est une réunion officielle, mais qui n'est pas formelle en termes de négociation sur le climat, Ok. parce que les textes que nous avons négociés au mois de juin à Bonn ne vont pas être rouverts ici à Kinshasa. Ces textes-là vont être rouverts euh, durant la première semaine de la COP27 à Sharm el-Sheikh. Et la deuxième semaine, les ministres vont pouvoir finaliser les textes de négociation. Donc la réunion de Kinshasa, il ne s'agira pas d'aller dans la négociation comme telle, mais plutôt l'occasion pour les ministres de discuter de certaines thématiques importantes et puis de donner un signal de leur engagement et donner de l'impulsion pour les négociateurs lorsqu'ils iront à Sharm el-Sheikh puissent se mettre à travailler dès le premier jour. Est-ce que vous avez un peu une idée sur les pays qui seront là, qui seront représentés à Kinshasa? Bon, je sais que l'invitation a été lancée à une soixantaine de pays ou 70 pays. Donc la pré-COP n'est jamais trop représentative dans le sens où les 200 pays ne peuvent pas venir. Mais on essaie de voir comment est-ce que on peut assurer un équilibre régional, que chacune des 5 sous-régions des Nations Unies soit représentée, que les grands groupes de négociation tels que le groupe Ombrelle avec les États-Unis, l'Australie, la Norvège ainsi que d'autres pays soient représentés, l'Union européenne soit représentée, le groupe africain soit représenté, le groupe des petits États insulaires en développement soit représenté, le groupe des pays les moins avancés soit représenté, ainsi que d'autres groupes tels que le groupe des pays ayant la même perspective, qu'on appelle en anglais like-minded group of countries, ainsi que d'autres coalitions de négociation. Donc, il y aura quand même une certaine bonne représentativité en termes de ces groupes-là pour donner un caractère suffisamment inclusif à ces discussions-là. J'ai vu d'ailleurs un communiqué des autorités américaines annonçant l'arrivée du secrétaire d'État Kerry, pardon, pas le secrétaire d'État, l'envoyé spécial pour le climat Kerry, qui viendra ici et ensuite il va aller, je pense, aux Émirats arabes unis. Et donc, je parlais il y a quelques jours avec l'ambassadeur de France qui annonçait également l'arrivée de la ministre chargée de la transition écologique. Et plusieurs amis auxquels j'ai parlé ces derniers temps m'ont confirmé l'arrivée à Kinshasa de leurs ministres respectifs. Donc, il y aura une belle représentation. Alors, quels sont les enjeux de ces travaux préparatoires? Bon, il y a plusieurs thématiques qui vont être abordées par les ministres, hein, les thématiques importantes découlant du pacte de Glasgow. Parce qu'il va falloir voir qu'est-ce qui s'est passé depuis la COP26 et qu'est-ce qui peut être réalisé lorsqu'on ira à la COP27. Je sais que les ministres auront plusieurs discussions thématiques. La première portant sur l'atténuation, puisque cette convention vise à stabiliser les émissions de gaz à effet de serre à un niveau pour ne pas perturber l'atmosphère. Donc n'oublions pas que cette thématique d'atténuation est très importante. Ce sera l'un des sujets de discussion. Il y aura bien entendu l'adaptation, qui, comme vous savez, est la priorité des pays africains, qui estiment qu'eux n'émettent pas trop de gaz à effet de serre, mais sont victimes des effets néfastes de ce changement climatique. Donc l'adaptation est une thématique sur laquelle les ministres vont également s'appesantir. La question des pertes et préjudices, très importante pour les petits États insulaires en développement, ainsi que les pays les moins avancés. Et bien entendu, l'argent, le nerf de la guerre, la finance climat. Donc je pense que c'est les 4 thématiques autour desquelles les ministres vont discuter. Et donc je pense qu'ils donneront certaines orientations aux négociateurs par rapport aux discussions qu'eux tiendront. Est-ce que vous pensez que lors de ces travaux, il y a des opportunités qui s'offrent pour la RDC?
Oui, surtout que la journée du mercredi 5 est une journée avec des événements parallèles où la RDC pourra un peu illustrer tous les efforts entrepris dans le cadre de l'action climat. Il y aura plusieurs thématiques portant sur les tourbières, portant sur les énergies renouvelables, portant sur la forêt. Et donc toutes ces initiatives-là pourront être mises en exergue. Il y aura également un événement parallèle avec les partenaires techniques et financiers du bassin du Congo. Et donc tout ça pour pouvoir illustrer ce qui se passe dans le pays et dans la sous-région en termes d'action climatique et l'ambition dont le pays fait montre. Vous avez évoqué les pactes climatiques de Glasgow. Là-bas, les États s'étaient engagés à garder en vue les 1,5 degrés Celsius. Oui. Mais est-ce que, au regard des changements qui se sont fait observer sur l'échiquier international, vous pensez que c'est possible de garder toujours en vue les 1,5? Bon, le pacte de Glasgow, effectivement, avait plusieurs éléments qui étaient contenus. Et c'est vrai que l'élément de départ, c'est la science. Donc c'est rappeler la primauté de la science et l'urgence, la nécessité d'entreprendre urgemment des actions climatiques ambitieuses. Il y avait également l'atténuation, l'adaptation, le financement, transfert de technologies, renforcement des capacités essentiellement pour l'adaptation, la thématique des pertes et préjudices. Mais deux choses importantes également au sein de ce pacte de Glasgow, c'est la mise en œuvre ainsi que la collaboration. Et j'ai l'impression que tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui le changement climatique est une réalité et qu'il faut agir urgemment. Mais j'ai l'impression qu'en termes de mise en œuvre, il y a eu un peu de ralentissement cette année. Tout le monde évoque la crise russo-ukrainienne qui fait qu'il y a eu des perturbations sur le plan énergétique et beaucoup de pays, par exemple, ont été obligés de retourner vers le charbon, qui, comme vous le savez, émet 2 fois plus que le pétrole. Et donc, en termes de mise en œuvre, effectivement, il semble qu'il y ait eu un peu de recul. Et la collaboration. Je trouve que la collaboration devrait être le maître mot, puisque pour moi, le changement climatique, je le dis toujours, est la première question à solidarité internationale obligatoire. Il faut que les uns et les autres s'entraident, il faut que les uns et les autres puissent collaborer, il faut que les uns et les autres puissent faire des échanges d'expériences, de bonnes pratiques, parce que l'action que vous n'arrivez plus à faire chez vous, en appuyant votre voisin, lui peut aller au-delà de ce que lui fait, et collectivement, la planète s'en portera mieux. Et j'ai l'impression qu'en termes de collaboration, en termes de mise en œuvre, le pacte de Glasgow, effectivement, n'a peut-être pas été au rendez-vous. Mais est-ce que vous pensez qu'à Sharm el-Sheikh, il faut encore revenir sur ces pactes pour voir comment le requalifier? Bon, je ne sais pas, je pense que chaque pays hôte, donc qui reçoit la COP, essaie toujours de mettre son nom à une action, à une initiative. Donc je ne sais pas ce qui viendra de la COP de Sharm el-Sheikh. Je sais que les pays africains avaient l'ambition de pouvoir lancer une grande initiative dédiée à l'Afrique, portant sur l'adaptation et son financement. On verra si ça pourra se concrétiser. Je sais également que c'est une COP africaine, c'est une COP qui se tient en terre africaine. Et lorsque on est sur la terre africaine, il faut qu'on prenne conscience que c'est le continent qui a le moins contribué à ce phénomène du changement climatique et que le continent le plus faible, le plus vulnérable face à ce changement climatique. Et donc on ne peut pas venir en terre africaine et rester indifférent, rester cynique et ne pas faire montre de plus d'ambition collective. Donc je pense qu'il y aura certainement de bonnes choses qui viendront de Sharm el-Sheikh. Mais dans tous les cas, Glasgow était une COP importante parce que les gens estimaient que la phase de négociation comme telle, en termes techniques, en termes de substance, avait plus ou moins touché à sa fin et que maintenant nous entrons plus dans une phase de mise en œuvre, d'implémentation. Et donc on verra si cette dynamique qui a été lancée à Glasgow continuera et qu'on pourra s'embarquer dans plus de mise en œuvre, dans plus de concrétisation de différents efforts. Et n'oublions pas que l'année prochaine, nous avons la COP28 à Dubaï.
Et donc il ne faut pas qu'on soit forcément figé sur Glasgow, il faut également qu'on voit quelles sont les choses qu'on pourra faire ici à la COP27 et quelles sont les choses qui pourront être mises en chantier pour aboutir l'année prochaine. Mais l'Afrique accueille la COP27, mais je me souviens encore que les Maroc avaient accueilli la COP22 qui était déclarée la COP de l'action, mais 5 ans après, on a l'impression que cette action n'a pas suivi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus de Sharm el-Sheikh? Alors au Maroc, c'est vrai que c'était une COP africaine qui avait quand même été assez porteuse de résultats. Euh, déjà, au niveau euh, de l'anticipation, les Marocains étaient un tout petit peu désavantagés parce que tout le monde pensait que après la grande COP de Paris, la COP qui suivrait serait une COP vide, sans résultats probants, sans substance. Surtout que les pays s'étaient donné 2 ans jusqu'à la COP 24 pour pouvoir finaliser les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris. Ça a par la suite pris un peu plus de temps. Mais lorsque nous sommes allés donc, au Maroc, à Marrakech en 2016, les Marocains ont quand même su mobiliser l'engagement des uns et des autres et faire de cette COP-là quand même une COP importante. Puisque par exemple, c'est là qu'a été lancé l'agenda de l'action. Il y a un processus qui est présidé par deux hautes personnalités qu'on appelle des co-champions. En ce moment, c'est un Britannique et un Égyptien qui tentent de mobiliser les partis non étatiques et la société civile pour rehausser le niveau d'ambition. Et donc ce processus-là a été lancé à Marrakech et continue à suivre son cours. Il sensibilise pas mal d'acteurs de la société civile, pas mal d'acteurs du secteur privé pour qu'il y ait plus d'ambition en termes d'action climatique. Et on le voit à travers certains engagements qui sont pris par de grandes entreprises, qui sont pris par des grandes institutions financières et tout ça. À Marrakech, on a également lancé les 3 commissions climat de l'Afrique. La commission du bassin du Congo, la commission du Sahel, ainsi que la commission des États insulaires africains. Et donc, ces commissions-là suivent leur cours, le travail se fait plus ou moins. Et je pense qu'après cette COP africaine, il y a 5 ans, c'est le moment de faire justement l'évaluation d'où est-ce que nous venons et qu'est-ce qui peut être fait au cours de cette nouvelle COP africaine. Mais de plus en plus, on constate que les négociations climatiques deviennent plus diplomatiques et politiques. Est-ce que vous pensez que l'Afrique joue réellement dans ces jeux diplomatiques pour faire entendre sa voix? Je pense que l'Afrique s'engage comme il se doit. Vous savez, les Africains, par exemple, s'engagent à travers une position commune africaine. Donc les pays africains ne vont pas en ordre dispersé. Même s'ils ont différents intérêts nationaux, même s'ils ont différents niveaux de développement, mais les pays africains décident de s'engager dans cette thématique ensemble en faisant montre d'énormément de solidarité. Et il y a en tout cas des nations africaines qui ont des diplomaties extrêmement puissantes. Moi, je me rappelle que nous sommes allés avec des collègues égyptiens à Bangkok pour une réunion, nous sommes allés à Rio pour une autre, nous sommes allés à Lima, nous sommes allés à différents endroits et partout il y a une ambassade d'Égypte qui est présente. Et donc je sais que la diplomatie égyptienne, et aujourd'hui c'est eux qui vont faire la COP cette année, est extrêmement agissante, extrêmement et bien réseautée. Les Sud-Africains également. Donc je pense que l'Afrique, pour ne pas commencer à citer les pays, au niveau diplomatique, elle est bien représentée. Et donc, que ce soit à New York, que ce soit à Genève, que ce soit à Addis Abeba ou à Bruxelles, l'Afrique, en tout cas, trouve ses intérêts bien représentés par différents négociateurs, différents diplomates. Et je pense que l'Afrique, en tout cas, n'est pas en reste. Maintenant, la négociation, c'est vrai, évolue au fil des années. Et dépendamment de certaines thématiques, de certains enjeux, la négociation peut être plus technique, moins technique, plus politique, moins politique, plus diplomatique, moins diplomatique. Donc ça dépendra un peu du niveau où nous sommes. Et je dirais qu'à Sharm el-Sheikh, nous serons plutôt dans une phase de mise en œuvre, d'implémentation, plutôt que dans une phase de négociation
substantielle sur certaines thématiques. Il y a une thématique technique qui demeure quand même en suspens et sur laquelle on doit beaucoup travailler, c'est les règles de l'article 6 qui portent sur les nouveaux mécanismes de marché, les mécanismes de coopération pour faire les échanges d'actifs carbone. Ce mécanisme-là est assez complexe. Avant, les règles étaient bien définies, c'était les pays développés polluaient, les pays en développement ne polluaient pas, et un pays en développement pouvait réduire des émissions chez lui et les vendre aux pays développés. Mais aujourd'hui, dans le cadre de l'accord de Paris, tout le monde doit réduire. Donc lorsque le pays en développement réduit et qu'il vend aux pays développés ce droit à polluer, qu'en est-il de ses propres engagements vis-à-vis de l'accord de Paris? Donc il y a un degré de complexité qui s'ajoute dans cette négociation, qui fait que l'article 6 va quand même demander beaucoup d'implications de la part des uns et des autres. Il y a également une discussion intéressante sur le financement. Au cours des 4 années, les 4 COP passées, il y avait toujours un dialogue de haut niveau sur le financement. Et les ministres des Finances, les ministres de l'Environnement, les ministres des Affaires étrangères venaient pour faire l'évaluation des montants qui avaient été disponibilisés par les pays développés. Aujourd'hui, il y aura, aujourd'hui je parle de la COP 28, donc dans quelques semaines, il y aura un deuxième dialogue en sus de ce premier dialogue pour faire l'évaluation des niveaux de financement mobilisés. Ce sera un dialogue sur le nouvel objectif collectif pour le financement. Donc c'est l'objectif qui va être adopté à partir de 2025. Okay. Puisque l'objectif de 100 milliards avait été décidé donc en 2009 à Copenhague, qu'à partir de 2020, il y aurait une mobilisation de 100 milliards de dollars. D'après le document de l'OCDE qui a été publié il y a quelques mois, l'année dernière, les 100 milliards n'ont pas été atteints, 83 milliards seulement ont été atteints. Donc la première réunion ministérielle, le premier dialogue de haut niveau portera sur cette thématique-là, la mobilisation. Deuxième dialogue maintenant portera sur la réévaluation de cet objectif de 100 milliards de dollars, en sachant que maintenant les pays africains estiment que ça ne devrait pas être un chiffre politique, un chiffre rond, un chiffre comme 100 milliards de dollars, mais que ça devra vraiment, ce sera vraiment un montant qui soit déterminé vis-à-vis des besoins des pays en développement. Okay. Et donc, cette discussion-là sera une discussion importante également à Sharm el-Sheikh, cette discussion entre les ministres pour le nouvel objectif collectif quantifié pour le financement. Super. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous avez justement parlé de la mise en œuvre, mais la mise en œuvre, c'est aussi le fait pour les bailleurs de fonds d'annoncer les fonds et de s'engager à décaisser ces fonds. À Glasgow, vous étiez là avec nous, on a vu beaucoup de pays, beaucoup de bailleurs de fonds annoncer 1 milliard pour ceci, 1,5 milliard pour cela. Nous approchons Sharm el-Sheikh, aucun rond n'a été donc décaissé. Cela veut dire quoi pour vous? Bon, je pense que déjà, il y a le mérite de prendre un engagement. C'est déjà une bonne chose parce que certains pays sont dans une posture relativement cynique ou indifférente et ne comprennent pas qu'il y a une responsabilité historique qu'ils doivent assumer. Et il faut en tout cas s'engager vis-à-vis des pays en développement. Déjà, donc, le mérite, c'est d'avoir pris ces engagements-là. Mais c'est vrai qu'ensuite, les modalités d'accès à ces financements sont compliquées. Il y a, à mon sens, plusieurs niveaux de difficulté. Ces pays prennent un engagement et ensuite, on ne comprend pas forcément quelle est la comptabilité qui est la leur pour matérialiser cet engagement. Il y a des pays qui, lorsqu'ils font voyager leurs négociateurs pour aller à une COP, un pays donc développé, ils mettent ce budget-là comme étant une contribution à leur financement climatique. Alors que c'est une dépense pour l'administration locale, pour eux. Et donc, souvent, il faut montre d'une créativité en termes de comptabilité qu'on ne comprend pas toujours. Donc déjà, il faudrait qu'on ait la même unité de mesure lorsqu'ils parlent de mobiliser de l'argent et qu'on comprenne d'où cet argent viendra. Parce que si c'est juste un crédit aux exportations pour des technologies climatiques, c'est en fait une subvention à leur propre économie. Donc il faut qu'on comprenne en fait lorsqu'ils prennent un engagement, cet engagement en fait va être mobilisé comment. Ensuite, c'est les modalités. Mais est-ce que déjà à ce niveau-là, vous
vous en échangez quand même à l'interne lorsque vous êtes, vous les négociateurs, vous Oui, posez comme ce genre de questions oui, pour savoir. c'est des choses où on décrit cela, on dit on veut avoir de la clarté sur la manière dont cet argent est mobilisé, d'où il vient, quel est le type de financement mis à disposition. Est-ce que c'est du prêt? Est-ce que c'est du prêt hautement concessionnel? C'est du prêt qui suivent les taux d'intérêt du marché? Est-ce que c'est du don? Donc tout ça, il faut qu'on comprenne. Est-ce que ce sont des subventions pour des exploitations? Donc on leur demande Par d'avoir exemple, plus de ce qui a été clarté. annoncé, les 1 milliard 700 millions pour les peuples indigènes à travers à travers le monde, Ouais. c'était quoi? C'était un don, une subvention? Bon, je pense que là, compte tenu du fait qu'il s'agit des populations indigènes, autochtones, ça va plutôt être du don. Ok. Hein, ça va plutôt être du don. On connaît leur vulnérabilité, on connaît les contraintes auxquelles ces populations font face. Et donc ce serait plutôt du don. Mais pour en venir à ce que j'expliquais tout à l'heure, donc il faut déjà qu'on comprenne quel type de mobilisation est faite au niveau de ces pays-là. Deuxièmement, c'est comment accéder à cet argent, les modalités d'accès. Est-ce que ça va être des modalités bilatérales? Est-ce que ça va être des modalités à travers des fonds multilatéraux? Est-ce que ça va être des modalités à travers des agences onusiennes, à travers des ONG internationales? Donc il y a différentes modalités. Et donc quelquefois, les pays africains, les pays en développement, ont du mal à accéder à ces fonds-là parce que les modalités de décaissement, de déboursement font appel à certains critères fiduciaires qui font que nos institutions ne sont pas éligibles pour recevoir l'argent directement et pouvoir le gérer. Ensuite, lorsqu'on parle de ces gros montants, il y a également une capacité d'absorption des États eux-mêmes. Parce qu'on peut dire aujourd'hui, on va mettre 5 milliards de dollars sur la forêt congolaise. Mais est-ce que l'État congolais pourra l'absorber? Bien Donc sûr. c'est pour Est-ce ça que... on manque de projets pour absorber ça? Je ne crois pas. Bon, là, je pense que, si je ne m'abuse, notre CDN, notre contribution déterminée au niveau national, qui porte sur l'effort que nous devons faire d'ici 2030, les 21% de réduction que nous devons faire, effectivement, est chiffré, je pense, à 48,6 milliards de dollars. Voilà. Donc c'est vrai que C'est-à-dire si on nous dépose un petit 5 milliards, on va le faire. la RDC a beaucoup d'ambition Voilà. et a vocation à pouvoir mobiliser tout cet argent. En sachant également que pour nous, notre CDN, je pense que les 2% sont non conditionnés, c'est-à-dire qu'on doit mettre en œuvre nous-mêmes, et 19% sont conditionnés à l'appui international. Ok. Donc si la RDC ne voit pas cet argent, la RDC ne fera pas mon ambition climatique. Ça, c'est vrai. Donc cela dit, Alfred, pour me résumer, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'effets, d'annonces, il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été pris. Et justement, à Sharm el-Sheikh, ce sera une bonne occasion pour faire l'évaluation et demander aux gens qu'est-ce qui a été fait. Je sais que les 500 millions qui ont été pris dans le cadre du financement des forêts du bassin du Congo, je pense qu'il y a déjà eu des avancées au niveau de la RDC avec la signature La deuxième lettre. Hein. Oui, deuxième lettre d'intention. Et donc je pense que voilà, les choses sont en cours. Maintenant, il faudra voir quelles sont les modalités qui vont être mises en place. Parce qu'on risque d'arriver à Sharm el-Sheikh, avoir les nouvelles annonces, voilà, 500 milliards, 10 milliards, mais en réalité, c'est des annonces qui n'apportent rien, quoi. Et on est déjà fatigué. Je pense qu'elles apportent quelque chose, mais que ça prend du temps à se matérialiser. Et c'est vrai que ça peut démobiliser les uns et les autres. Ça peut décourager. Mais je pense qu'il faut que la société civile se lève, il faut que certains pays se lèvent et puissent dénoncer cela. Puisque, voilà, il ne faut pas que les uns se donnent bonne conscience en faisant croire que les choses vont être faites et qu'ensuite qu'ils rechignent à mettre la main à la poche. Exactement. Alors, il n'y a pas très longtemps, je crois, c'était à la fin du mois d'août, l'Afrique avait accueilli la semaine climatique, c'était à Libreville. Oui. Et que répondriez-vous à ceux qui pensent que la semaine climatique, les travaux de la semaine climatique et les recommandations vont prévaloir que les recommandations des travaux de Kinshasa, donc des travaux préparatoires de Kinshasa, qui vont démarrer le lundi d'ailleurs. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui étaient là. La semaine climatique, c'était quelques ministres,
mais beaucoup d'institutions, beaucoup de privés, hein, qui veulent saisir le changement climatique comme une opportunité de mener une action. C'est-à-dire des gens qui veulent vendre leur technologie d'énergie propre, y étaient, des gens qui veulent trouver des financements pour leur action forêt, etc. Et ici, ça porte vraiment sur les thématiques qui vont être abordées dans la négociation. Ici, ça a moins... Donc la semaine climatique, c'était comme une espèce de forum, une espèce de foire. Ici, c'est plus une réunion politique, diplomatique, qui va porter sur la thématique. C'est moins une occasion de venir faire du business, montrer ce qui est en train d'être mis en œuvre, mais moins une occasion de « Ah, est-ce que je peux parler à un bailleur pour financer mon projet ?» etc. Et la semaine climatique de Libreville avait plutôt cette dimension que par rapport à la réunion de Kinshasa. Alors, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez quand même une idée sur les axes sur lesquels on peut attendre des recommandations pertinentes lors de ces travaux de Kinshasa? Oui, mais je crois que ce sont les thématiques qui vont être abordées, hein. C'est-à-dire l'atténuation, l'adaptation, les pertes et préjudices, le financement. Je pense que ce sont les axes principaux sur lesquels les gens se pencheront. Lors de la Et quelles pourraient être, selon vous, justement, les recommandations, les pertinentes recommandations sur ces différents axes? Mais l'atténuation, je pense qu'il faut dire que les pays qui sont les plus responsables puissent prendre le leadership et continuer à faire montre plus d'ambition. C'est déjà ça. Et que les pays en développement, pour pouvoir être plus engagés, ont besoin d'appui. Je pense qu'au niveau de l'atténuation, c'est ça le message le plus important. Au niveau de l'adaptation, c'est augmenter les financements et continuer à reconnaître que c'est la priorité des priorités pour les pays africains et les pays en développement. Au niveau des pertes et préjudices, arriver à mettre en place un mécanisme dédié pour pouvoir financer cette thématique, puisque aujourd'hui les pays développés, en tout cas en Chine, à mettre en place ce mécanisme dédié. Beaucoup de pays estiment que les pertes et préjudices devraient profiter des financements qui sont alloués à l'adaptation, tandis que beaucoup de pays en développement veulent qu'il y ait un mécanisme dédié qui puisse tenir compte de toutes les dimensions de cette thématique, puisqu'aujourd'hui les pertes et préjudices, c'est à la fois des événements à évolution lente, tels que la hausse du niveau de la mer ou le blanchiment des coraux, mais c'est également des événements catastrophiques comme des tempêtes, des ouragans. Et il y a également une autre dimension, c'est que à cause de la perte de la biodiversité, à cause des pertes économiques qui sont liées à des infrastructures de tourisme qui sont détruites, il y a notamment certains modes de vie, certaines pratiques qui sont en train d'être perdues par certains États. Et ces États estiment que c'est une perte culturelle. Et ils veulent également avoir une compensation pour ça. Donc ce n'est pas une question directement liée au climat. L'effet n'est pas directement le climat, mais il y a un effet induit qui va au-delà du climat, pour lesquels certains de ces pays veulent avoir une compensation. Et donc beaucoup de pays développés ne comprennent pas forcément toute cette dimension autour de la question et ne veulent pas s'engager davantage. Donc à Kinshasa, peut-être qu'on pourra mobiliser davantage d'intérêt et d'engagement de la part des pays développés pour mettre en place une facilité de financement pour les pertes et préjudices. Parce que vous y êtes justement, les fonds vert climat, apparemment, c'est comme si ça a disparu, hein, donc on n'en parle même plus. Non, le fonds vert climat est là, ils continuent d'avoir les réunions de leur conseil d'administration et d'approuver des projets, mais c'est juste que le fonds vert climat... Il était soufflé. Non, il est essoufflé, il y a quand même des fonds qui demeurent, mais le fonds vert pour le climat aime bien faire du cofinancement. Okay. Il aime bien utiliser son argent pour faire un effet levier et mobiliser d'autres financements. Et donc ça fait que c'est vrai que le fonds, on ne voit pas beaucoup de projets, surtout en RDC, mais cela est peut-être la faute de la RDC. La RDC devrait être plus dynamique. Tous les pays ont un point focal, fonds vert, ont une autorité nationale désignée. Et cette autorité doit faire son travail, faire un pipeline de projets, de notes d'idées, de notes de concepts,
et aller demander Et des l'autre fois, financements. j'étais avec Hans Ndiamba, qui est notre AND, Autorité nationale désignée, qui me disait, non, voilà, il y a des projets dans les pipelines, mais c'est comme si le gouvernement ne prend pas les choses au sérieux. Vous partagez aussi le point de vue. Bon, moi je sais que beaucoup de pays autour de nous sont en train d'être financés. La RDC ne l'est pas. Bon, cherchez l'erreur. Alors, ambassadeur Tossi, je me souviens que lorsque nous sommes revenus de Glasgow, la VPM avait dit cette fois-ci, avant de se présenter comme négociateur, donc on doit présenter des critères, notamment vous aussi, je pense que dans une des interviews accordées à Environnews, vous êtes revenu sur cet aspect. Est-ce que cette fois-ci, il y a eu des critères pour le choix des négociateurs ou bien comment ça va se passer? Vous avez été déjà contacté Bon, en tant que doyen? il y a un portal qui est donc un lien sur Internet où il faut s'enregistrer. Ok. Et on demande quelle est votre qualité, quelle est la thématique sur laquelle vous allez travailler, quelle institution vous représentez et si vous avez une prise en charge qui est disponible. C'est quand même, je pense, un bon filtre de s'assurer que les gens auxquels on donne l'accréditation sont vraiment des gens qui vont jouer un rôle important là-bas et qui peuvent se prendre en charge. Maintenant, est-ce que c'était cela à quoi on aspirait lorsqu'on disait qu'il fallait qu'on puisse mettre des critères pour déterminer qui doit être négociateur? Je ne sais pas, mais je vois qu'il y a déjà une démarche assez proactive venant de la part du ministère pour identifier quelles sont les personnes qui sont dans la délégation et si leur présence sera pertinente ou pas. Mais est-ce que vous avez un message justement, un conseil à donner à tous ces négociateurs parce que vous êtes l'un des chevronnés de la négociation climatique. Vous en savez trop Bon, sur la RDC. je pense que tout le monde n'est pas négociateur. Pour moi, il y a une différence à faire entre négociateur et membre de la délégation. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui vont par exemple pour faire un appui logistique. Ils ne vont pas aller tout à coup entrer dans les salles de négociation et commencer à prendre la parole. Donc je crois qu'il faut juste qu'il y ait une bonne réunion en amont de la réunion de la COP pour qu'on donne des orientations aux uns aux autres pour dire comment est-ce qu'ils devront s'engager et qui pourra prendre la parole. Parce que prendre la parole au nom du pays est une grande responsabilité et on peut dire quelque chose qui est maladroit et qui engage le pays ou qui brise une position commune au sein de certaines coalitions dans lesquelles on est actif. Super. Alors, monsieur l'ambassadeur, je pense que nous sommes déjà à la fin. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter sur les questions que j'ai posées? Non, je pense qu'on a fait un bon tour de table. Hein. C'est toujours des sujets intéressants qui sont abordés lors de vos émissions. Et donc, en tout cas, je reste demandeur de continuer à participer et de pouvoir avoir ces échanges qui sont en général assez riches et édifiants. Et j'espère vraiment que nous faisons de la pédagogie autant que nous pouvons, nous faisons de la sensibilisation et que nous aidons à créer des éco-citoyens à travers tous les compatriotes qui nous suivent régulièrement. Et vous pensez que votre action ou votre leadership influence réellement les Congolais? J'espère que je porte ma pierre à l'édifice et que j'espère que je contribue un tant soit peu à pouvoir mieux faire connaître cette thématique et quels sont les enjeux pour le pays. Mais c'est vrai que je devrais normalement souscrire à un plus grand devoir de redevabilité ainsi que de formation des jeunes. Faute de temps, on n'y arrive pas. Faute de moyens, on n'y arrive pas. Mais peut-être qu'avec le temps, peut-être qu'à travers certains mécènes qui nous écoutent sur votre émission, nous pourrons peut-être mobiliser des moyens pour être plus actifs sur ce front-là. Alors, c'est par ici que nous mettons un point. Je vous dis merci pour avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et nous vous fixons rendez-vous justement, chers téléspectateurs, avec un nouvel invité le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.